Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent, je suis le secrétaire national du Parti communiste français. Alors, vendredi dernier, je recevais la chorégraphe et danseuse syrienne réfugiée en France, Yara Alasbani, et elle avait une question pour vous. Elle a dit que ça faisait 3 ans qu'elle était en France et qu'elle n'avait jamais croisé le Parti communiste français. Alors, si vous n'êtes pas aux côtés des migrants sur le terrain, vous êtes où? Nous sommes aux côtés des migrants sur le terrain, évidemment très souvent, un peu partout dans le pays. On vient d'ailleurs de publier un manifeste pour une France hospitalière, à l'inverse de la loi qui vient d'être votée au Parlement. Donc si Yara Alasbani n'a pas eu le plaisir et la chance de nous rencontrer sur le terrain, ben moi j'aurais plaisir à l'inviter ici, voilà, au siège du Parti communiste. C'est un endroit qui peut la faire rêver puisque je sais qu'elle est danseuse. Eh ben, je lui transmettrai l'invitation. Est-ce que vous diriez que le parti, parce que c'est ce que m'a dit Yara Alasbani, c'est une des choses qu'elle m'a dites après en off, elle m'a dit, est-ce que le Parti communiste français, il existe toujours? Dans le sens, est-ce qu'il ne serait pas en perte de vitesse ou, Ouais, vous savez, je crois que c'est une question qu'on me pose souvent à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de pays du monde où les partis communistes ont disparu ou se sont totalement morcelés. Donc c'est une question assez courante. En fait, oui, bien sûr, en France, ça reste une force importante, le Parti communiste, représenté au Parlement, et puis qui continue, pas seulement localement, mais d'inspirer toute une partie de la gauche sociale et politique. Donc nous faisons pleinement partie des forces qui, je crois, ont maintenant l'ambition de reconstruire une gauche nouvelle, parce qu'on est entré dans une nouvelle période politique, et de toute façon, il va falloir inventer des nouvelles formes politiques, et le Parti communiste va faire partie de cette nouvelle histoire. Alors, vous êtes à la tête du Parti communiste depuis maintenant presque 8 ans. Quel bilan déjà vous en tirez? Je dirais un bilan contrasté, parce que évidemment, cette force, le Parti communiste demeure une force militante très importante, dont moi je suis très fier, qui est présente sur tous les fronts d'action en ce moment face à Macron, et qui a contribué, je crois, à maintenir et à développer une opposition qui va avoir besoin de grandir au moment où la France croyait être entrée dans le nouveau monde avec Macron. Il y avait des gens qui tiraient la sonnette d'alarme dont nous faisions partie, en montrant que l'avenir ne serait pas celui qu'avait promis le président de la République. Tout ça se révèle, donc souvent nous restons une force qui anticipe de bonne manière la situation. Mais évidemment, moi, je souhaiterais une relance politique d'une toute autre ampleur pour le Parti communiste. J'espère que le congrès qu'on est en train de préparer va pouvoir y travailler. Donc je suis très loin d'avoir atteint tous les objectifs que je m'étais fixés quand je suis devenu secrétaire national, qui étaient de justement contribuer à une relance plus forte d'un communisme qui soit un communisme du XXIe siècle, totalement ancré dans les enjeux contemporains. Il y a finalement énormément de travail pour y parvenir. Mais qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui au Parti communiste? Vous dites que vous cherchez le communisme du XXIe siècle. Mais il lui manque. C'est pas, la question n'est pas ce qui lui manque. Je pense que les idées sont là. Et on a énormément renouvelé la pensée du parti ces dernières décennies. Il lui manque sûrement de savoir le montrer avec plus de force, avec plus de visibilité nationale, avec plus de cohérence, plus de clarté. Donc j'espère que le Congrès permettra de dénoncer ça avec toute la force nécessaire. Après, ce n'est pas seulement un problème qui est inhérent au Parti communiste. Il y a aussi une période politique qui s'est terminée, qui est celle, en fait, d'une longue période d'abord d'union de la gauche, ensuite du front de gauche, et qui est en fait une période de réinvention politique. Je pense qu'il y a des formes traditionnelles de la gauche qui sont dépassées, et elles vont se reconstruire de manière nouvelle. Nous, on est au cœur de cette histoire, et on essaye de participer à inventer cet avenir nouveau. alors justement, il y a 1 an environ, vous aviez déclaré à la Midinale que vous appeliez à un dépassement, voire un changement de nom du Parti communiste pour évoquer les communs. Vous en êtes où de cette réflexion? Moi, j'aimerais effectivement que la signature politique du Parti communiste devienne à la fois ce parti pris de l'humain d'abord que nous avons affirmé avec beaucoup de force ces dernières années, mais aussi celui, oui,
d'une république des communs. Je crois beaucoup que, et c'est à la racine de notre nom communiste, et d'ailleurs je pense qu'il n'est pas question pour nous d'abandonner le communisme, la référence communiste, au contraire, mais de lui donner l'actualité qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin d'inventer, parce que c'est une question qui se pose à la planète, qui se pose à l'humanité tout entière, une nouvelle vision du commun. Aujourd'hui, on vit sur une planète complètement interdépendante, complètement connectée, où les marchandises circulent, les hommes et les femmes aussi, avec beaucoup plus de difficultés que les marchandises. Elles sont mises en concurrence et il faut au contraire inventer un monde qui tire tout le monde vers le haut et qui fasse de l'égalité la construction d'un commun à l'échelle de la planète. Donc ces idées-là qui sont au cœur de l'engagement communiste, je pense, ont énormément de force aujourd'hui. Et moi, je voudrais que notre signature politique porte beaucoup plus ça, que notre nom qui ne va pas changer, Parti communiste français, mais qui est un nom d'organisation et qui, on doit lui redonner son sens. Les valeurs que nous portons, le projet qui est le nôtre, doivent émerger avec plus de force qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est ça que vous allez porter en perspective du Congrès? C'est ça Oui, moi vous serez candidat à votre propre succession ou pas? J'ai dit que je répondrai à cette question au mois de juin parce qu'il y a des phases dans la préparation d'un congrès. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on discute d'abord des orientations. Donc, début juin, on va adopter un texte d'orientation du Conseil national. J'aimerais bien qu'il porte à la fois cette ambition de redéfinition en fait, du sens du combat communiste aujourd'hui. Aussi, je l'espère, une nouvelle initiative stratégique en matière de rassemblement, parce qu'il faut reconstruire une perspective unitaire qui est aujourd'hui compliquée à mettre en place. À gauche ou au Parti communiste À gauche, avec l'ensemble des forces démocratiques du pays. Il faut redonner une perspective unitaire. Et si ce texte porte les ambitions auxquelles je suis attaché, à ce moment-là, je répondrai à la question de la direction, qui de toute façon devra changer, parce que il faut qu'on ait probablement un travail collectif d'une autre qualité. Il faut qu'on sache mêler encore mieux qu'aujourd'hui les différentes générations du parti, en donnant plus de place aux nouvelles générations. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Est-ce que moi je serai en situation d'animer ou pas cette nouvelle équipe? Je répondrai à ça au mois de juin. En tout cas, je soumettrai mon projet à l'ensemble des communistes qui en décideront à l'automne. Ce soir, vous serez en meeting de soutien aux mouvements sociaux de cette semaine avec Olivier Besancenot du NPA, mais aussi Benoît Hamon de Génération, des représentants de ELV, de Nouvelle Donne et même de la France Insoumise. La convergence des gauches, on en est où? Moi, je trouve que ça progresse un peu, puisqu'on n'avait pas été capable de produire ces gestes dans les premiers mois du gouvernement Macron. Aujourd'hui, il y a une ébullition sociale importante dans le pays. Et à plusieurs reprises, on a réussi, avec ces différentes forces de gauche, à s'exprimer de manière convergente et unitaire, dans des conférences de presse, dans des déplacements sur le terrain, et symboliquement ce soir, place de la République, à la veille du 1er mai. Donc tout ça est important. Évidemment, on n'en est pas du tout là où moi je souhaiterais qu'on en soit, c'est-à-dire à une plateforme commune de ces forces pour aller ensemble dans les nouvelles batailles politiques qui nous attendent. Mais ces premiers gestes sont importants pour créer une nouvelle ambiance unitaire qui permette ce travail. Mais pour l'instant, on a l'impression que la convergence des gauches, elle peut se faire uniquement dans la contestation. Est-ce qu'il y a un projet alternatif qui est possible, vous pensez, entre toutes ces forces? Vous avez raison. C'est pour le moment, ces convergences, elles s'expriment en soutien à des mobilisations contre la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est ce que je disais, moi je souhaite qu'on construise progressivement autre chose, c'est-à-dire une plateforme qui soit une plateforme positive, un projet qui nous réunisse. En vérité, quand on regarde ce que disent nos différentes forces politiques, il y a du commun, il y a aussi des différences sur certains points, et surtout il y a une approche de la construction politique ou de la construction unitaire qui est différente d'une formation à l'autre. Donc il faudra prendre des nouvelles initiatives pour dépasser ces difficultés. Il faudra les inventer d'une manière nouvelle, probablement en cherchant
à moins dessaisir les acteurs des mouvements sociaux, à moins dessaisir les gens qui agissent sur le terrain, comme s'il fallait toujours s'en remettre au haut. Or, je pense que si on prend des initiatives unitaires, ça doit être pour encourager l'initiative dans le pays, l'initiative politique sur le terrain, l'initiative politique la plus décentralisée possible. Donc il faut réfléchir à tout ça. Ça fait partie des discussions de notre congrès. Quelle formule unitaire, quelle formule politique, quelle formule de rassemblement nouvelle il faut mettre sur la table pour être utile à cette construction. Alors, la prochaine échéance électorale, c'est les élections européennes dans un tout petit peu plus d'un an. D'un côté, on a les Insoumis, Podemos et le Bloco portugais qui ont lancé un mouvement européen. D'un autre, on a Benoît Hamon et Varoufakis qui ont lancé Diem 25. Il est où le Parti communiste dans tout ça ? Le Parti communiste aux élections européennes va proposer deux choses. D'abord, il faut faire un front uni, le plus large possible, face à Macron. Macron veut gagner les élections européennes en imposant un projet libéral, celui qui met en œuvre en France et dont il veut faire en vérité son cheval de bataille à l'échelle européenne pour tirer toute l'Europe dans la fuite en avant libérale. Il faut opposer à ça un front fort. Donc nous, on souhaiterait évidemment, pour combattre la logique des traités européens actuels et imposer une autre logique sociale et démocratique en Europe, on souhaiterait le rassemblement de ces forces. Et au plan européen, il faudra nécessairement rassembler toutes les forces de la gauche européenne. Nous avons construit il y a un an ce qu'on a appelé le Forum de Marseille, un rassemblement de toutes les gauches européennes et écologistes, où il y avait les forces qui sont dans le groupe de la GUE au Parlement européen, mais aussi des forces nouvelles venues de la social-démocratie, comme le mouvement de Benoît Hamon, qui travaille aujourd'hui avec Varoufakis, et puis des écologistes de Catalogne et de différents pays. Il faut poursuivre sur ce chemin-là, et on va faire un nouveau forum en Espagne, à Bilbao, au mois de novembre, pour rassembler toutes ces forces. Donc moi, je ne crois pas du tout au scénario qui serait progresser en éclatant ces forces-là, soit d'un côté avec Varoufakis, d'un autre côté avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut au contraire maintenir le rassemblement de ces forces, parce que je connais bien, pour avoir été président du Parti de la gauche européenne, j'en suis encore aujourd'hui un des animateurs, la très grande diversité des forces en présence. Donc si on se met à théoriser chaque différence entre ces forces, on n'y arrivera pas. Il y a 52 députés de gauche dans la GUE au Parlement européen, il y a plus de 120 députés d'extrême droite. Marine Le Pen réunit à Nice aujourd'hui les forces d'extrême droite. Le danger est là. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque, on va dire, entre... Est-ce qu'il n'y a pas deux visions de l'Europe qui seraient incompatibles ? Parce que toujours, non, mais on dit toujours que le Parti communiste et la France insoumise s'opposent, notamment, et Génération, s'opposent sur la vision de plan A, plan B. Est-ce qu'il faut une Europe à traité constant ou est-ce qu'il faut sortir immédiatement de l'Union européenne ? Il faut un chemin de lutte pour sortir des logiques actuelles. En vérité, ce qui ne va pas, c'est que de croire qu'il y a un moment donné où on sort et tout va mieux. Ça ne marche pas comme ça. Donc en vérité, pour sortir de l'Europe entière de la logique des traités actuels, il faut un chemin de lutte. C'est ça qu'il faut construire. Et nous, effectivement, on ne croit pas au scénario tout fait où un jour on est dedans et après on est ailleurs et il y a une vie meilleure. Et je remarque d'ailleurs que dans le texte commun signé par le Bloco, Podemos et la France Insoumise, il n'est pas question du plan B. Parce qu'en vérité, dans les débats de toutes les forces de la gauche européenne, chacun est confronté à des contradictions qui sont à la fois nationales et européennes très importantes. Et tout le monde voit bien que ça va être un processus de lutte. Alors il faut affirmer cette ambition et construire ce chemin de lutte et créer pour ça du rapport de force qu'on ne peut pas créer si on continue à se diviser. Il y a un autre débat qui traverse toutes ces forces de gauche, qui est de penser qu'il y aurait d'un côté les vieilles forces de la gauche, et tout ça est un temps révolu, et puis de l'autre côté, des forces dégagistes qui seraient le nouvel avenir de la gauche. Moi, je ne crois pas à cette frontière-là. Je vois bien qu'en Europe, je parle à l'intérieur des forces de gauche, il y a des forces qui viennent de l'histoire de la gauche et qui portent des choses très importantes, comme le Parti communiste,
qui a construit tout ce qui existe aujourd'hui, le groupe de la GUE, le parti de la gauche européenne. Nous avons fait partie des forces qui ont construit ça. Et puis il y a des forces nouvelles, comme Podemos par exemple en Espagne, ou comme la France insoumise en France, qui portent une autre vision et d'autres pratiques politiques, avec des différences politiques des fois, bien sûr, entre elles, et des fois des convergences. Si on théorise le fait que les unes vont remplacer les autres ou l'inverse, je crois qu'on n'ira pas bien loin. On nourrira de l'affaiblissement de la gauche, alors que moi je crois qu'il faut additionner. Il faut additionner en France, additionner en Europe. Alors, cette semaine, il y a 3 grands rendez-vous sociaux et politiques populaires. Le traditionnel 1er mai avec les syndicats, le 3 à l'appel des cheminots, des profs et des lycéens, et le 5, la fête à Macron, lancée par le député insoumis François Ruffin. Vous serez présent au 3 ? Oui, moi je serai présent au 3 et à toutes les d'autres dates qui vont suivre, parce qu'il y a aussi une date annoncée par les cheminots à nouveau le 14 mai, il y a les 22 mai, le fonctionnaire. En vérité, arrêtons peut-être de chercher la date miracle. On est entré dans une période d'ébullition sociale, une période de confrontation durable maintenant avec le pouvoir de Macron. Je pense que ça serait toutefois très important qu'au mois de mai ou au mois de juin puisse se construire une journée où tout le monde converge, où vraiment la force, l'unité du pays, de tous ceux qui sont en colère et en mouvement dans le pays, puisse converger. Je pense que le plus efficace serait que les syndicats prennent l'initiative d'une journée pareille pour que tout le monde puisse converger ensemble en soutien à cette mobilisation. Moi, j'ai mis sur la table aussi d'autres idées, d'organiser un référendum national contre le projet Macron sur la réforme de la SNCF pour permettre à des millions de gens de s'exprimer en même temps. Cherchons ensemble les idées. S'il peut y avoir à un moment donné des formes qui permettent au pays de montrer son unité et sa force, ce serait extraordinaire. Mais ne négligeons pas en même temps l'ébullition sociale qui est en cours, qui se construit et qui, je crois, maintenant va rester durable. Parce que Macron a raté son pari, pour le moment, de faire adhérer le pays à ses projets. Donc il a le pouvoir, il en use de manière très autoritaire, il en use et il en abuse pour essayer d'intimider le pays, mais en vérité il ne crée pas d'adhésion. Donc je pense que c'est à nous, progressivement, pas seulement dans la contestation, mais aussi dans la proposition d'opposer un nouveau projet, de proposer un nouveau projet pour le pays. Alors en matière d'efficacité, beaucoup expliquent que la grève perlée n'est pas une réussite. Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir le mouvement et appeler plutôt à une grève générale reconductible ? Oui, mais ça n'existe pas. Je veux dire, les cheminots ont décidé cette forme d'action-là. S'ils avaient fait une grève dure immédiatement, on les aurait dressés contre les usagers. Bon. Il y a une forme d'action qui a été choisie. Elle a été choisie pour pouvoir justement créer un mouvement durable. Parce qu'on est loin d'être à la fin de cette bataille. Le débat parlementaire va reprendre fin mai. La loi ne sera pas adoptée avant fin juin. Donc ils ont voulu s'inscrire dans la durée et créer une forme d'action qui puisse justement maintenir le dialogue avec les usagers. Donc ça, c'est très important. Évidemment, il faut que cette période longue de mobilisation, elle soit utilisée par tous les autres secteurs de la société et par tous ceux qui veulent appuyer ce mouvement pour élargir les mobilisations et essayer de les faire converger. Personne ne peut dire aujourd'hui si ça sera réussi ou pas, mais en tout cas, le chemin choisi est un chemin de lutte qui cherche à gagner. Alors justement, vous parliez de convergence. Quand vous entendez Laurent Berger, le patron de la CFDT, dire qu'il ne croit pas à la convergence des luttes, vous êtes d'accord avec lui ? Évidemment que je ne suis pas d'accord. Il y a une attitude très curieuse de la CFDT qui prétend jouer la carte de la négociation avec un pouvoir qui ne négocie rien du tout. Et on voit bien, même les syndicats se sont assis autour de la table de négociation pendant des semaines sur la réforme de la formation professionnelle. Et une fois que c'était terminé, le gouvernement a quasiment traité le résultat de cette négociation comme un chiffon de papier. Et il a imposé les décisions qu'il avait décidées au départ. Donc quand on est face à un pouvoir qui veut tout imposer aux syndicats, mais qui veut tout imposer au Parlement aussi, qui passe par ordonnance, qui veut rien discuter, eh bien, il faut évidemment chercher à négocier, mais il faut aussi imposer un certain rapport de force. Sinon, on est voué à l'inefficacité. Laurent Berger dit souvent qu'il trouve son syndicalisme plus efficace
ça se juge au résultat. Or, pour le moment, les droits sociaux régressent alors qu'ils devraient progresser, parce que nous sommes un pays riche qui a les moyens de les faire progresser. Alors, à Force ouvrière, Pascal Pavageau a remplacé Jean-Claude Mailly et la ligne, justement, qu'il semble vouloir adopter a l'air un peu plus radicale. C'est une bonne nouvelle pour vous, ce changement d'interlocuteur? Écoutez, j'ai entendu, comme tout le monde, le changement de ton du secrétaire général de Force ouvrière, un changement de ton nettement plus critique à l'égard du gouvernement, avec en même temps un signal un peu contradictoire, puisqu'il a annoncé, il a refusé d'annoncer un 1er mai unitaire. C'était une belle occasion de faire un premier pas vers ce qui est nécessaire pour justement gagner face au gouvernement. Donc maintenant, on va regarder, on va juger. Moi, en tout cas, je souhaite plus d'unité syndicale, plus d'unité entre les professions, aussi plus d'unité dans le pays entre les salariés entre eux, et plus d'unité politique à gauche. Donc il faut travailler sur les 3 fronts en même temps. Une dernière question, Pierre-Laurent. La semaine dernière, nous recevions Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne, qui appelle à des blocages des lycées. Seule manière, selon lui, de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est la reprise après 2 semaines de vacances. Vous appelez les étudiants et les lycéens à prendre pleinement part au mouvement? Bien sûr, il faut que les étudiants et les lycéens se joignent au mouvement, parce que la réforme du bac et la réforme de Parcoursup, en vérité, et ça se révèle chaque jour, sont des réformes qui visent à sélectionner un peu plus, à trier un peu plus, alors qu'on devrait au contraire afficher une très grande ambition éducative. Donc il y a des raisons d'être préoccupé. Je sais que la période pour les étudiants et les lycéens n'est pas facile, parce qu'en même temps il y a la préoccupation du bac, des examens. Donc moi je n'ai pas à me prononcer sur les formes d'action qu'ils utilisent pour se manifester. Mais ils peuvent se joindre aux mobilisations, aux manifestations, trouver toutes les formes possibles de participation aux mobilisations sociales. Parce qu'en vérité, ceux qui défendent leurs droits aux études et ceux qui défendent leurs droits à l'emploi, et tout ça pour une société qui pense autrement son développement, tout ça est convergent. Donc il faut essayer d'unir les forces, là aussi, le plus possible. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Demain c'est le 1er mai, la fête du travail. Du coup pas de midinale, mais on se retrouve mercredi et Pierre Jacquemin recevra Gaël Quirante, syndicaliste Sud PTT, licencié par la Poste il y a quelques semaines. Vous avez une question pour lui? D'abord un mot de solidarité, et puis j'ai une question peut-être qui soit assez personnelle, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quand quelqu'un est licencié comme lui, j'ai envie de lui demander comment on vit ça. Parce que je sais que c'est pour les femmes et les hommes qui sont concernés par une telle violence sociale quelque chose parfois de dur à vivre. Alors comment lui appréhende cette situation, je sais qu'il manifeste beaucoup de combativité, mais au-delà de ça, nous dire pourquoi il a aussi besoin de solidarité peut-être. Enfin, en tout cas, j'aurais envie de savoir comment il vit cette situation personnellement. Parfait, et bien on lui transmettra la question. Merci beaucoup.